c'est maintenant vous qui avez la parole. On va procéder de manière assez originale. Vous allez lever la main si vous avez une question à poser. Je vous demande, comme vous êtes très nombreux, de vous présenter, de poser une question aussi courte que possible. Et on va prendre 4 questions, une à gauche, une à droite, une au centre en bas et une au centre en haut. On commence par la gauche. Allez. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Léon. Je me rassois, désolé, c'est parce que j'ai l'ordi. Je voulais rebondir sur les propos précédents et j'avais une question pour Pierre Rosanvallon. Mais avant ça, juste, je voulais intervenir quand même sur l'introduction qui a été faite avec les deux mots prononcés ensemble de valse et gauche. Juste pour rappel quand même, valse, c'est l'état d'urgence en passe de devenir permanent. C'est plus de régression sociale que la droite n'en a jamais osé en faire. C'est l'ANI, la mort du code du travail. 40 milliards donnés sans aucune contrepartie au grand patronat, la mise en place de l'austérité qui semblait pourtant être dénoncée à un moment dans l'intervention, la rénonciation contre l'attaque contre la finance, la criminalisation de l'action syndicale avec la prison pour les godilles et un ministre qui fraude, qu'on ne va pas chercher à 5h du matin à son domicile. Voilà, excusez-moi, désolé, mais j'étais obligé d'intervenir quand même un peu là-dessus. Ça c'est fait. Donc, valse et gauche, on repassera sur ce point-là. Après, donc, je voulais rebondir sur les propos précédents, donc sur l'idée qu'on serait passé avec la société post-industrielle à une horizontalité. Je pense quand même que le rapport salarial, il est là, il demeure. Et il y a la hiérarchie, l'idée de hiérarchie est toujours présente. Vous pouvez demander à tous les jeunes qui prennent un boulot ou un stage sous-payé, avec la queue qu'il y a aujourd'hui au chômage, la hiérarchie, on la sent, elle est là, elle est présente. Par contre, je suis d'accord sur le côté qu'il y a un retour au communautarisme avec le recul de l'État-providence. J'avais une question pour Pierre Rosanvallon je pense en effet, il faut fonder une théorie pour l'égalité. L'égalité, je pense que c'était assez intéressant sur l'idée que ça passe pas seulement par la redistribution. Il y a aussi la dimension de la richesse monétaire, le patrimoine, par exemple, dont parle Piketty, mais il y a aussi toute la dimension symbolique, dont avait notamment parlé Bourdieu, et vous avez parlé notamment de capacité à vivre en égaux, en prenant l'exemple de l'égalité homme-femme. Et quelle traduction concrète vous mettez derrière, par exemple, derrière ce point? Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, à droite. Tamen Nguyen, ESCP Europe. J'aurais une question à vous poser. Tout à l'heure, vous parliez du lien entre la force d'une politique d'égalité et son caractère universel. Mais aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'université, qui, on peut le dire, est l'expression d'un caractère universel, avec la non-sélection, l'acceptation entre guillemets de tout le monde à l'université, et la mise en place aujourd'hui de tirage au sort pour entrer à l'université. Est-ce que justement, il n'y a pas un surplus d'universalité puisqu'on n'accepte pas la sélection et on va jusqu'à un tirage au sort et on rejoint la notion de hasard que vous abordiez tout à l'heure et également cette notion de hasard avec est-ce qu'on ne va pas trop dans l'excès de l'universalité pour une politique d'égalité qui est un peu démesurée? Merci. Merci. Alors, en haut, oui. Je m'appelle Philippe, je suis retraité. Est-ce que l'inégalité n'est pas quelque chose qui est un moteur de la société, un moteur de l'économie? Est-ce que l'égalité c'est le paradis, l'inégalité c'est l'enfer? Et ça c'est ma première partie de ma question. La deuxième partie, ça part d'un propos ancien, c'est qui se ressemble, s'assemble. On a parlé de ségrégation, en expliquant effectivement que c'était la source de bien des maux, mais pour l'avoir vécu dans ma vie professionnelle, j'ai l'impression que la ségrégation, c'est un peu comme la pesanteur. On peut lutter contre la ségrégation, mais finalement, elle est toujours, in fine, la plus forte. On se retrouve entre personnes qui parlent la même langue, qui partagent les mêmes valeurs, qui vivent de la même manière. Et quelque part, l'égalité, c'est quelque chose qui vient à l'encontre de ça. Faut-il, pour aller vers l'égalité, nier ses valeurs, nier ses modes de vie, nier finalement certains fondamentaux de sa culture? Et je pense que c'est une question qui est extrêmement importante aujourd'hui. Merci beaucoup. Dernière question en bas. Allô, oui. Je crois qu'il faudrait reconnaître qu'il y a une autre aspiration contraire d'une partie de la société contre l'égalité,
que cette aspiration à l'égalité n'est pas partagée. Elle n'est pas partagée dans une certaine culture anglo-saxonne. Elle n'est pas partagée dans le néolibéralisme qui, lui, est fondé, je dirais, sur une conception de darwinisme social. Et d'ailleurs, combien de théoriciens, je dirais, justifient l'inégalité comme moteur de l'économie et comme finalement capable d'apporter plus de bienfaits que l'égalité est un nivellement et qu'elle est frustrante, etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer d'ailleurs que, alors que dans les années 50, on était parti sur l'État-providence, etc., ces théories néolibérales soient revenues en force, qu'aujourd'hui dans l'université, les économistes qui sont pas néolibéraux sont handicapés, ne sont pas aussi reconnus que les autres. Comment se fait-il que dans les médias et dans la politique, finalement, ce néolibéralisme est prévalu et aujourd'hui, la gauche, on le sent bien, n'arrive pas à combattre en faveur de l'égalité parce qu'elle se heurte, je dirais, à cette vague et ce mur, je dirais, du néolibéralisme qui est fondé, lui, sur ce darwinisme social. Je laisserai Daniel répondre sur les handicapés de l'économie et sur les universités. Beaucoup de questions tournent autour du thème de est-ce qu'il y a un désir d'égalité ? Mais tout dépend de ce qu'on appelle désir d'égalité. La Révolution américaine, comme la Révolution française, elle a été résumée par un mot, l'impatience des inégalités. Dans un des grands livres sur la Révolution française qui est écrit juste après, de Roederer, qui s'appelle L'esprit de 1789, il dit l'esprit de 1789, c'est l'impatience des inégalités. Et tous les historiens des États-Unis montrent que l'idée d'égalité, elle était première aux États-Unis aussi. Mais l'idée d'égalité, elle est à chaque fois construite, non pas dans l'abstrait. L'idée d'égalité, elle est construite à partir de la distance prise avec le monde des inégalités que l'on condamne. Donc c'est la nature des inégalités que l'on condamne qui définit, je dirais, l'égalité que l'on veut, que l'on ressent. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'aspiration à l'égalité, c'est certaines formes d'égalité qui seraient par exemple la redistribution radicale ou la négation de l'idée de mérite. Donc ce sont ces formes d'égalité qui sont refusées. Mais elles sont refusées aussi parce qu'il n'y a pas assez de discussion sur une définition positive de l'égalité. Et c'est cela, moi, qui me semble l'effort intellectuel décisif pour la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas assez de vision positive de l'égalité à défendre dans la société. Et qu'on ne peut pas se contenter d'une protestation très générale et très vague contre les inégalités. Parce que cette protestation, tout le monde la partage, mais si on ne la rend pas plus instrumentale, eh bien, comme on l'a dit, et Daniel et moi, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est ça, me semble-t-il, qui est important, c'est de définir positivement l'égalité. Et vivre en égaux, c'est une définition de l'égalité qui est très simple. C'est l'égalité qui permet d'appartenir, c'est ce qui permet d'appartenir au même monde. Et nous voyons aujourd'hui que lorsque une société, on vit dans des mondes différents, que ça a des conséquences. La méconnaissance d'autrui, ça nourrit par exemple rien qu'en termes de méconnaissance. Et c'est le fait d'habiter à des endroits différents qui peut produire la méconnaissance. La méconnaissance, elle produit du préjugé. La méconnaissance, elle produit du stéréotype. Et la méconnaissance, elle produit de la violence. Donc une société dans laquelle il n'y a pas cette vision de l'égalité qui est vivante est une société dans laquelle, effectivement, se multiplient les phénomènes de ghettoisation, de séparatisme, et ce sont eux qui sont générateurs de récrimination, générateurs de violence. Mais cela, on ne peut pas en faire l'analyse si on n'a pas à proposer aussi une vision positive, et c'est ce qui me semble-t-il manque fortement aujourd'hui. Le néolibéralisme, s'il a une certaine force,
c'est parce que le néolibéralisme prétend être, en quelque sorte, le parti de la singularité. Le néolibéralisme, il prétend être celui qui définit l'autonomie des individus, leur droit à être autonomes. Or, cette valeur d'autonomie, elle a longtemps été une valeur de gauche. Il faut la reconstruire à gauche. Je dirais que le néolibéralisme construit à droite la valeur d'autonomie. Il faut construire à gauche cette valeur d'autonomie, qui était longtemps l'équivalent de la notion d'émancipation. Le terme même d'émancipation, je suis frappé par le fait qu'il n'a plus assez sa place dans le langage politique aujourd'hui. L'émancipation, c'est quand même le mot numéro 1, je dirais, qui a défini le progressisme et la gauche dans l'histoire. Donc, voyons bien ces différents éléments. C'est que derrière cette question de l'égalité, il y a aussi celle, c'est pour ça que je l'ai insisté sur la dimension de singularité, puisque la singularité, c'est l'affirmation de l'autonomie. Et que l'émancipation, c'est l'autonomie des individus dans la construction du monde commun. C'est ça, ces deux éléments à faire. Le néolibéralisme prétend réaliser une société d'autonomie définie simplement comme la compétition, si je puis dire, la société de la compétition et du risque. Donc c'est une définition diminutive, pourrait-on dire, de l'autonomie et de l'individualité. Donc face à une version diminutive, opposons une version forte et constructive de l'autonomie et de l'individualité. Daniel, notamment dans la société post-industrielle, est-ce que le rapport salarial hiérarchique a disparu? Et puis sur l'université. Voilà, non mais vous avez raison, il n'a pas disparu, mais il a radicalement changé de forme. C'est-à-dire que le rapport hiérarchique dans les usines Fordistes des années 50-60, il était visible. Il y avait, comme je disais, un ingénieur, un contremaître, un cadre, et vous étiez dans un rapport de subordination qui donnait la conscience de classe à ceux qui le subissaient et les moyens aussi politiques de le renverser. Aujourd'hui, ça fait lien d'ailleurs avec ce que disait Pierre à l'instant, aujourd'hui, ce rapport hiérarchique, il existe, mais il est noyé dans le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rêve de l'organisation du travail, ça n'est plus comme avant des usines où on ferait tout dans un rapport clairement établi entre le haut et le bas. Le rêve des dirigeants d'entreprise, c'est d'avoir des entreprises sans usines et des usines sans travailleurs. C'est-à-dire un monde où tout est organisé dans un rapport de traitant à sous-traitant, les sous-traitants étant eux-mêmes mis en concurrence par le marché. C'est ça qui change tout. Et ça veut dire qu'en effet, l'idéal qu'on pouvait avoir dans le monde fordiste d'un changement des rapports de force au sein de l'entreprise, aujourd'hui, s'est transformé en une incapacité presque physique de savoir de qui vous êtes, en quelque sorte, le subordonné, puisque vous êtes le sous-traitant dans une entreprise qui elle-même est mise en concurrence avec le donneur d'ordre, avec d'autres sous-traitants. Donc oui, en effet, le néolibéralisme, on peut tout à fait le définir comme une extension, une radicalisation de l'espace du marché relativement à celui qui pouvait prévaloir dans les années 50 et 60, qui était celui des organisations. Un livre classique d'un économiste qui s'appelle Williamson, qui justement opposait les deux institutions sociales du capitalisme, le marché et les organisations, en expliquant à l'époque, son livre a été publié en 75, il fallait un équilibre entre les deux. Cet équilibre, il a été rompu en faveur du marché, et c'est ça qui fait qu'en effet, c'est tout à fait ce que disait Pierre, l'idée d'autonomie a été complètement dévoyée. On a une mise en concurrence généralisée de chacun par chacun sur un marché qui aujourd'hui ne structure plus les relations sociales. Donc c'est le paradoxe de la situation actuelle. En effet, il faut revendiquer cette aspiration à l'autonomie, à l'émancipation, mais il faut la réinventer totalement. Et si je pouvais donner juste un petit exemple de ce que ça pourrait vouloir dire en termes de politique économique, en sortant de la question du travail. Le grand facteur qui explique cette montée des inégalités sociales, c'est la périurbanisation du monde. Chacun vit dans un environnement périurbain qui ne se socialise plus avec les autres. Les riches sont à Neuilly, les classes moyennes supérieures sont à Sceaux, et on va finalement dans les banlieues. La ville n'est plus un agrégateur de socialité comme elle pouvait l'être. Tous les architectes vous expliqueront que le désastre social vient du périurbain.
il faut avoir la force, à gauche, de réaffirmer le besoin de villes compactes dans lesquelles on vit dans une ville où on partage des choses. Il faut peut-être réfléchir à plus de verticalité dans la construction de cet environnement urbain. Mais depuis 20 ans, 2/3 des constructions en France sont dans des maisons individuelles. Eh bien ça fabrique exactement cette endogamie sociale dans laquelle chacun se retrouve avec ses pairs. Par défaut de l'accès aux autres mondes auxquels il pourrait aspirer, et avec un résultat d'une forme de claustrophobie sociale qui fait qu'en effet, ça se transforme en une haine de ceux qui sont en dessous et qui deviennent des menaces. Alors, je joue mon rôle de maître des horloges. Il est 19h52, nous devons terminer à 20h. Par conséquent, je vous propose de refaire un tour et plus que jamais d'être aussi bref que possible dans votre question. On va commencer cette fois-ci par la droite. Bonsoir, donc Ludovic Bu, moi je suis spécialiste des questions de mobilité et d'urbanisme. Ma question porte notamment là-dessus, mais sur un aspect que vous n'avez pas abordé, qui est que l'entre-soi pourrait être accéléré par une double territorialisation. D'abord, celle qui est liée au transport accru, parce que depuis 40 ans, on augmente très largement les réseaux ferrés, autoroutiers, etc., qui permettent d'aller plus loin, et d'ailleurs les distances parcourues augmentent très régulièrement. Et cette territorialisation accrue, vous venez de le dire, les très riches à Neuilly, les un peu moins riches à Sceaux, etc., elle permet d'éloigner les zones de résidence des différentes catégories sociales. Mais d'autre part, y compris dans des zones qui sont proches les unes des autres, dans la même ville par exemple, on autorise de plus en plus les résidences fermées qui empêchent certains de passer sous les fenêtres des autres, voire d'aller simplement jouer entre enfants de catégories sociales différentes. Et donc la première question que je me pose, c'est celle-là. Est-ce que les politiques publiques de transport et d'urbanisme n'accroissent pas les barrières sociales et l'entre-soi endogamique social? Et puis la deuxième question qui va avec, c'est est-ce que tout cela n'est pas accru par les politiques publiques qui sont toujours orientées vers l'augmentation des transports pour ceux qui se déplacent déjà beaucoup? En Ile-de-France, le pass unique pour les salariés qui travaillent tous les jours s'adresse en fait aux catégories moyennes et aux catégories supérieures socialement. Et donc, elles vont pouvoir se déplacer plus, aller habiter plus loin, y compris en zone périurbaine, alors que ceux qui travaillent notamment à temps partiel ou de manière en CDD, etc., n'ont pas droit à ce tarif unique, et donc les transports leur coûtent plus cher, et donc ils vont se déplacer moins. Est-ce que ça ne participe pas de cette ségrégation sociale et territoriale? Alors, merci beaucoup. À ce rythme-là, on aura les questions, mais pas les réponses, donc à gauche. Bonjour. Donc, après ces 5 interventions masculines, j'ai décidé pour un peu d'égalité d'intervenir. Voilà, bon. Après ça, je voulais partager avec vous certaines idées qui émergent à gauche pour l'égalité, qui m'a semblé important, et voir si vous les connaissiez. Je pense à la pensée de Bernard Friot sur le salaire. Et c'est un sociologue de l'Université de Paris-Nanterre. Et il a écrit toute une réflexion sur comment la cotisation sociale et ce qu'a pu imaginer la sécurité sociale en 1945 a donné les billes pour créer une société plus égalitaire au niveau du salaire. Et son idée, c'est le salaire à vie. Et comment débarrasser aussi tous les rentiers et toute cette accumulation du capital et finalement, en passant par la cotisation sociale, pouvoir avoir un salaire pour tous à vie qui serait reconnu par une qualification à la personne et pas au poste. Enfin, je ne vais pas développer sa pensée parce que voilà, mais ça serait une manière de s'émanciper au travail, d'avoir plus de liens sociaux parce qu'on pourrait enfin travailler sans mettre en concurrence les travailleurs entre eux. Et je voulais vraiment savoir si vous connaissiez ça et ce que vous en pensiez. Merci. Alors, au-dessus... Bonjour. Vous aviez dit au début quelque chose à propos de pas trop perdre de temps à réfléchir aux outils pour penser la pensée, justement en faisant référence à Kant. Justement, je trouve qu'on ne fait pas du tout assez ça et que c'est comme ça que le néolibéralisme rentre dans les esprits et qu'on pense les rapports d'égalité comme on le fait. On utilise pour se penser les catégories des dominants et si on continue à se laisser dire comment on doit réfléchir, et je pense notamment à la réforme de 2005 sur l'enseignement qui prime l'obéissance à une autorité
comme seule valeur scolaire. Si on lâche l'éducation et les manières de se penser au néolibéralisme, on n'aura plus aucun moyen de résister à cette pensée méritocratique. Bonjour et merci avant tout. Je m'appelle Shaima, je suis étudiante en sciences sociales. Et en fait, la question que je voulais vous poser, je voudrais m'adresser à vous en tant qu'intellectuel. Finalement, vous dites qu'on a du mal à aller vers une application pratique de la réduction des inégalités. Et vous parlez d'une méconnaissance de l'autre ou d'une méconnaissance de l'autre, d'une méconnaissance des autres mondes sociaux, etc. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, si on n'arrive pas à mobiliser les gens pour agir pour l'égalité, est-ce que ce ne serait pas plutôt que à cause d'une méconnaissance de l'autre, mais d'une méconnaissance des processus qui mènent à l'inégalité? Et pour citer un sociologue, nous avons choisi l'égalité et nous la choisissons tous les jours par nos choix inconscients de vie, de mode de vie. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un échec du monde intellectuel d'avoir réussi à rendre le monde social intelligible et les processus d'inégalité intelligibles? Oui, en termes de sciences sociales, vous avez raison. Je pense que vous faites référence au livre de François Dubé, La préférence pour l'inégalité. Il y a eu aussi celui de Patrick Savidan. C'est des livres qui me paraissent très intéressants et très importants et qui vont tout à fait dans le sens de ce qu'on a discuté, dans le sens de ce que disait Daniel. C'est de voir comment cette préférence pour l'inégalité, il faut la comprendre justement au niveau immédiat, au niveau microsocial, et pas simplement parce qu'il n'y a pas de préférence pour les grandes inégalités. Personne ne sera pour les grandes inégalités, mais tous ces livres de sociologie insistent justement sur l'acceptation d'un certain nombre de mécanismes au niveau microsocial. C'est à la fois le livre Les places et les chances de Dubé, c'est le livre sur la préférence pour l'inégalité, ou c'est le livre de Savidan, c'est le livre de Savidan aussi. Sur la question concernant les catégories intellectuelles avec lesquelles on pense, mais justement, l'idée qu'il faut réfléchir aujourd'hui, c'est qu'il y a un enjeu intellectuel sur la définition de l'égalité des chances et sur la place de l'égalité des chances, justement, dans une vision sociale générale, puisque s'opposent des définitions, il y a une concurrence entre des définitions différentes de l'égalité des chances. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, me semble-t-il, que l'on parle d'égalité des chances, il faudrait préciser les termes. J'ai essayé de déconstruire cette notion pour en donner 4-5 définitions. On pourrait montrer comment, justement, une définition libérale, entre guillemets, de l'égalité des chances s'arrête à l'égalité légale des chances, et que ça n'est pas du tout, très souvent, un refus de l'égalité statistique des chances ou de l'égalité sociale des chances, des différentes formes que j'essayais de définir. Et effectivement, la bataille intellectuelle et conceptuelle, elle est, me semble-t-il, absolument décisive. Dans les réflexions qui ont été faites aussi, que ce soit la réflexion sur le salaire à vie, c'est toute la réflexion sur le revenu d'existence, qui est très nourrie en économie, en sociologie. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que parmi les défenseurs les plus forts du revenu d'existence, ce sont des ultralibéraux. Parce que beaucoup d'ultralibéraux disent, si on fait le revenu d'existence, alors à ce moment-là, on peut vivre dans une société, véritablement une société de la compétition et de la concurrence. Donc il y a des usages paradoxaux de la notion de revenu d'existence, et c'est pour cela qu'un sociologue, par exemple, comme Robert Castel, qui est un grand spécialiste des questions de sécurité sociale et qui a fait un livre magistral sur l'histoire du salariat, était interrogatif, disons, sur cette notion et celle de ce qu'il appelait le salaire à vie ou le revenu d'existence comme une façon, disait-il, d'un certain point de vue, de salarier l'exclusion. Mais beaucoup d'autres réflexions qui ont été faites, notamment à partir de l'entre-soi du territoire, montrent bien justement comment il ne faut pas simplement appréhender la question des inégalités en termes de relations entre les individus, mais comme mode d'organisation sociale. Or, c'est cela souvent la limite qu'il y a dans une appréhension de l'inégalité, de tracer la frontière entre les inégalités acceptables et les inégalités inacceptables,
c'est de considérer simplement des niveaux de rémunération entre individus et de ne pas voir des modes d'organisation sociale. Et donc on peut dire que toutes les théories de la justice, ce sont des théories qui cherchent à déterminer des relations, des distinctions acceptables ou non entre les individus, et qu'il me semble qu'il faut, au contraire, et c'est pour cela que toutes les questions de territoire, de ségrégation sont revenues dans la discussion, insister aussi sur ces dimensions d'organisation du commun, et que c'est en fonction de ces conditions d'organisation du commun que se déterminent également la réflexion sur l'égalité et une définition positive de l'égalité. Merci Pierre. Un dernier mot, les fondations politiques sont des lieux privilégiés où des mondes qui ne travaillent pas ensemble ont la possibilité de le faire, à la fois le monde politique, le monde intellectuel, le monde de l'administration, le monde de l'entreprise, le monde associatif, des lieux dans lesquels il n'y a pas d'autre enjeu que le débat lui-même. Nous avons commencé ce travail sur l'égalité avec Manuel Valls, nous le poursuivons aujourd'hui avec Pierre Rosanvallon. Nous le poursuivrons encore le 11 avril prochain avec Thomas Piketty. Nous serons très heureux de vous y retrouver. Et en attendant, en votre nom à tous, je voudrais remercier très chaleureusement Pierre Rosanvallon pour cette conférence. Merci.